Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce colloque. Mon nom est Raed El Ferjani. Je suis agent d'échange de connaissances et de mobilisation autochtone au Centre de foresterie de Laurentides et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole à mon collègue Régent Lebrun, directeur de recherche au Service canadien des forêts, qui va présenter les conférenciers, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est déjà fait. Pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à votre droite. La période de questions aura lieu après la présentation. Finalement, j'aimerais mentionner que le webinaire est enregistré. Je laisse donc la parole à Régent. Bonjour tout le monde. Mon nom est Régent Lebrun. Je suis directeur de recherche à la division dynamique des écosystèmes au Centre de foresterie des Laurentides, au Service canadien des forêts. Alors, bienvenue à ce webinaire. La conférence d'aujourd'hui s'intitule Développement du dialogue entre les perspectives des Abitibi-Winnick et de la recherche scientifique sur le territoire. C'est avec plaisir que je vous présente nos deux conférenciers d'aujourd'hui à ce colloque, Mme Annie-Claude Bellil et M. Benoît Croteau. Annie-Claude Bellil est chercheuse postdoctorale en sciences de l'environnement. Biologiste de formation, elle travaille en recherche collaborative avec le Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie depuis une dizaine d'années. Ses recherches portent sur le dialogue entre les savoirs autochtones et ceux issus de la recherche en écologie forestière, sur la valeur des territoires et sur les effets cumulatifs des changements environnementaux. Benoît Croteau sert le Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie à titre de directeur territoire et environnement depuis environ 20 ans. Monsieur Croteau est un pionnier de la recherche collaborative en contexte autochtone au Québec. Il siège sur des chaires et comités scientifiques, co-dirige plusieurs projets de recherche et accueille des étudiants gradués au sein de son équipe. Son travail, à la frontière entre les perspectives des Abitibi-Winnick sur le territoire et celles des chercheurs, permet la mise en commun de connaissances complémentaires et leur mobilisation pour protéger le territoire ancestral de sa nation. Alors, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à Annie-Claude et Benoît et je vous souhaite un bon colloque. Bonjour, ça me fait très plaisir de venir vous présenter aujourd'hui le fruit du travail collaboratif qui a été réalisé par une super équipe de recherche à Picogan depuis les 3 dernières années. Vous avez le titre de la présentation qu'on a soumis a été soumis à l'automne. Je me suis permis de le préciser un peu parce qu'il y a eu plusieurs développements depuis. Donc, spécifiquement, aujourd'hui, on va vous parler de la mobilisation de 15 années de recherche collaborative sur le territoire de la Première Nation Abitibi-Winnie dans le contexte de la création d'une aire protégée sur le territoire. Donc, ça va être notre angle d'approche pour aujourd'hui. Je présente un peu le projet qu'on va vous présenter, là, qui s'est échelonné sur les 3 dernières années. C'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec plusieurs institutions de recherche, principalement avec Ressources naturelles Canada, là, une équipe du Service canadien des forêts. Donc là, sur la photo, on est en tout début de projet. On est allé présenter le projet au North American Caribou Workshop. On faisait nos fins en Alaska avec le poster du projet qui venait tout juste de commencer. Aujourd'hui, on vous présente l'aboutissement de tout ce travail-là. Donc, le plan de la présentation, on va présenter à deux, Benoît et moi. Donc, le contexte va être présenté par Benoît, qui va nous présenter la Première Nation Abitibi-Winnie, l'engagement de la Première Nation aussi dans tout le dossier du caribou forestier et l'engagement de la Première Nation aussi en recherche sur son territoire et en acquisition de connaissances. Pour présenter plus spécifiquement là, le projet d'aire protégée qui va venir mobiliser toutes ces connaissances-là. Je vais ensuite prendre le relais pour parler spécifiquement là, du projet de recherche qui est en cours et qui tire tranquillement à sa fin. Donc, pour vous présenter le cadre fondateur d'une aire protégée qui a été développé. Pour vous présenter aussi comment on a mobilisé les savoirs des gens de la communauté sur le caribou là, dans cette intégration-là des connaissances et vous présenter un outil d'aide à la décision pour le design d'aires protégées qu'on est en train de développer. Puis Benoît va faire la conclusion là, avec les apprentissages qui ont été tirés de ce projet-là, mais aussi des 15 dernières années là, de recherche qui ont eu lieu à Picogan. Donc, Benoît,
Je te cède la parole. Bonjour, Benoît Croteau, directeur territoire et environnement pour la Première Nation Abitibi-Winnie. Je suis en poste depuis le 2 juillet 2002. La Première Nation Abitibi-Winnie, c'est une communauté, le village a environ de 200 hectares. Le conseil est composé d'un chef, d'un vice-chef et de 3 conseillers. Nous avons un membership autour de 1000 membres pour la communauté. Le territoire de la Première Nation Abitibi-Winnie, tel que présenté à l'écran, c'est un territoire administratif sur lequel va travailler le secteur territoire et environnement. C'est un territoire divisé en 2 parties. La partie au nord étant composée de territoires familiaux qui fait environ 12 000 km². La partie en bas pour la même superficie qui correspond en grande partie dans la partie nord de la région de l'Abitibi. C'est ça. OK. Territoire et environnement. Depuis environ 5 ans, territoire et environnement, ainsi que tous les autres secteurs de la Première Nation Abitibi-Winnie, ainsi que le Conseil, on s'est doté de chacun une mission. Et la mission pour territoire et environnement, c'est d'appliquer des mesures de protection environnementale et culturelle à partir des connaissances des Abitibi-Winniks. Et c'est tout l'intérêt de toutes les recherches collaboratives qu'on a fait jusqu'à maintenant depuis les 15 dernières années. La présence des Abitibi-Winniks sur Abitibi-Winnieki, c'est comme je le disais tantôt, c'est des territoires familiaux qui font environ 12 000 km². Et la deuxième partie, la partie la plus au sud, qui est un territoire développé, municipalisé, qui correspond aussi à environ 12 000 km². À l'intérieur de ça, on a des activités dont les gardiens du territoire qui font de la surveillance et de l'accompagnement pour différentes activités sur le territoire, faites par l'ensemble des secteurs de la PNA. PNA étant Première Nation Abitibi-Winnie. Ce qu'on fait, en gros, c'est des consultations minières, exploration et exploitation, des consultations forestières, environnementales et phoniques. Tous les plans de gestion d'animaux, de la petite faune, d'orignaux, de l'ours. Au niveau environnement, ça peut être aussi des études d'impact environnemental. On travaille évidemment sur différents projets d'aires protégées et le dernier à s'être réalisé était l'aire protégée Chicobi qui maintenant a une protection administrative jusqu'à son décret. Et évidemment, projet pour lequel on a toujours porté, en fait pas toujours, mais on porte intérêt depuis 2008, c'est des projets de recherche. Notre rôle. Ensuite, notre rôle après la mission, c'est de s'assurer que nous puissions pratiquer nos activités coutumières de chasse, de pêche, de trappe, de cueillette, toute autre activité sur le territoire, mais aussi de le faire dans un environnement adéquat. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi un bureau dans différentes communautés, qui soient ressources naturelles, territoire, environnement ou toute autre appellation? C'est de savoir pour qui nous le faisons. Nous le faisons pour les membres, nous le faisons pour les générations futures, puis pour l'environnement. Pourquoi? Pour poursuivre notre mode de vie. Comment on fait ça? Ça, c'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup d'investissement de temps et d'argent, mais il faut d'abord s'entendre, revendiquer à certains moments, communiquer avec les différentes instances régionales, municipales, provinciales, fédérales, les différents groupes aussi qui occupent le territoire. C'est de collaborer avec l'endroit où on fait des recherches, les universités, les cégeps et autres instituts de recherche.
Faire la promotion des activités qu'on fait, c'est de trouver des bonnes tribunes de diffusion, comme le colloque du CFL. Parfois, ça peut être à travers un documentaire ou à la télé ou de différents colloques. Et évidemment, en ce qui nous concerne beaucoup pour la présentation en ce moment, c'est l'acquisition et la mobilisation du savoir. L'engagement dans la protection du caribou. À une autre époque, du caribou, il y en avait une présence accrue sur une plus grande partie du territoire. Ce qu'on voit à l'écran, c'est l'aire de répartition de la harde des tours qu'on appelle au Québec et Kézagami qu'on appelle en Ontario. Puis nous, on a décidé de l'appeler des tours Kézagami parce qu'on la Première Nation n'a pas nécessairement cette frontière Ontario-Québec dans la pratique de ses activités. À l'intérieur de ça, on voit les Premières Nations qui sont impliquées, qui peuvent avoir un intérêt, un impact ou même y faire de la chasse de subsistance. Il y a la Première Nation Abitibi-Winnie qui est, on va dire, dans la partie sud-est du territoire, nord-est du territoire, on pourrait y trouver la nation Cri de Waskaganish à travers les aires de Trappe-Cri et les Talimans. Au sud-ouest, évidemment, il y a la nation Anishinaabe-Kapilipi, qui est anciennement Wagoshik, qui est le village, la Première Nation cousine de la Première Nation Abitibi-Winnie et la Première Nation de Moose Cree au nord de l'Ontario pour la partie nord-ouest de la portion du territoire de l'aire de distribution. On a commencé à s'engager avec une invitation. À l'époque, c'était Tembec. Je ne ferai pas le récapitulatif non plus là, des transactions qui ont eu lieu à travers le temps. Mais à l'époque, c'était Tembec et sensiblement le même monde qui y travaille aujourd'hui. Ils ont développé le groupe de travail des Tours Kézagami justement pour mettre en place des mesures d'aménagement forestier favorisant la protection de l'habitat du caribou. On a commencé à travailler avec eux en 2013 pour que Tembec, à l'époque, se conforme pleinement à la certification FSC. Suite à ça, en 2019, on a collaboré avec Tembec. Je continue de les appeler Tembec parce que là, je ne suis pas sûr de la chronologie des transactions, mais on a fait le forum sur le caribou transfrontalier des Tours Kézagami qui s'est tenu à Pikagan, qui était principalement mené par les gens de Tembec, avec lesquels on a collaboré pour la planification de l'événement. Suite à ça, on a eu différentes négociations et eu un premier inventaire aérien complet, cofinancé par le groupe de travail des Tours Kézagami, qui était, on doit encore dire Tembec, mais là, je ne suis pas sûr si c'est Ryam ou Green First à ce moment-là. Je pense que c'est Ryam. Qui a financé. On a fourni une partie aussi des frais, l'inventaire, avec aussi la minière Éclat Québec. Pour une bonne partie. Et la partie québécoise a été financée par le gouvernement du Québec, sur lequel on a pu participer, se joindre à l'inventaire dans l'hélicoptère. Ça a été le premier inventaire complet qui comprenait l'inventaire en Ontario et l'inventaire au Québec de façon simultanée avec une collecte de données qui pouvait se parler. Suite à ça, on a continué des groupes de travail avec d'autres Premières Nations, là, les communautés pour lesquelles j'ai mentionné tantôt, Waskaganish, Moose Cree, Abitibi Nation, puis la Première Nation Abitibi-Winnie.
On a organisé aussi un forum, le forum qu'on a appelé le forum ATIC, ATIC qui est caribou en Anishinaabe-Mowin. On a tenu ça à Moss et on a invité différentes communautés à travers le Québec qui étaient intéressées par la protection du caribou. Puis on en est venu à un scénario consensuel aussi à la commission qu'il y a eu pour le caribou et toutes les dédales qu'il y a pu avoir entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, à savoir si vraiment un jour on va avoir un plan pour le caribou au Québec. Bref, suite à ça, pour continuer, on a aussi été avec Annie-Claude et Green First en 2003 au North American Caribou Workshop à Anchorage pour présenter justement notre projet de recherche, mais aussi pour présenter la collaboration qu'on a eue avec Green First à ce moment-là. Ce qui en ressort à travers notre engagement, c'est la sensibilisation et l'engagement des Abitibi-Winik. Les partenariats, on établit des partenariats que nous croyons solides et diversifiés, c'est-à-dire entre Premières Nations, avec l'industrie minière et forestière, des organismes non gouvernementaux, des chercheurs, des avocats, et on a montré un leadership comme Première Nation pour justement cette art-là. La chronologie de la recherche pour la PNA. En 2008, on a accueilli puis, pour notre première vraie étudiante sur de la recherche collaborative, Roxane Germain, qui était étudiante à la maîtrise à l'UQAP, a fait sa maîtrise sur l'acceptabilité sociale de l'aménagement forestier écosystémique. Le point de vue des Algonquins. Il y a eu beaucoup d'entretiens, il y a eu 49 entretiens, groupes de discussion, des visites terrain pour valider ce qui sortait des recherches. Ça s'est terminé en 2012 et depuis ce temps-là, ben, Roxane a travaillé avec nous. Benoît, je pense qu'on t'entend plus. Très organisé, très encadré. Il y a de la confidentialité. On a réalisé avec ça la carte de la présence des Abitibi-Winni sur le territoire. On a développé 67 types d'utilisation et d'occupation. Et présentement, on a environ 13 000 points d'identifiés numérisés avec ça. C'est notre collègue à l'époque, Roger Wild, qui a mené l'ensemble des entrevues, les transcriptions des entrevues. Puis voilà. En 2016, un autre chercheur s'est joint avec nous, Annie-Claude, qui a fait son doctorat sur les effets cumulatifs des changements environnementaux et sur la valeur du territoire. C'est-à-dire, à l'intérieur de ça, on a pu faire la définition des valeurs du territoire pour nos membres, le portrait des effets de la foresterie, des mines, des changements climatiques, des méthodes pour mettre en commun le savoir expert du territoire et la communauté scientifique. Et ça, c'était une demande que j'avais faite à Annie-Claude pour être sûr, et ça continue de faire des demandes aussi au niveau des chercheurs, de s'assurer une communication, un fil conducteur entre le savoir traditionnel et la communauté scientifique. Maintenant, concernant le savoir des Abitibi-Winik, ce qui est important de savoir, c'est que notre savoir ne se limite pas dans le temps à notre savoir passé. Toute l'acquisition de savoir que nous faisons dans justement des recherches collaboratives de même, et quand il y a un transfert avec la population, nous considérons que c'est notre savoir aussi actuel. En 2018, on a eu un autre projet de maîtrise avec un autre chercheur qui a été super important et déterminant.
c'est Jimmy Couillard-Després qui a fait beaucoup d'entretiens, il a fait des visites de terrain sur la toponymie et Jimmy est quelqu'un d'extrêmement engagé sur le territoire. Il a répertorié plus de 400 noms, a fait beaucoup de relations avec la Commission de toponymie Québec, puis a beaucoup relaté des informations sur le territoire à ce niveau-là. Ce qui en ressort de ces recherches-là, c'est de beaucoup de données sur le territoire, énormément. On a acquis aussi une excellente expérience en recherche collaborative et supervision d'étudiants, ce qui nous amène à être plutôt critiques sur certains projets de recherche, tant au niveau de l'éthique que la présentation des recherches. Quand on fait une recherche avec la PNA, on va être impliqué dès le départ, pouvoir aussi faire partie des extrants de ça, de déterminer quel type d'extrant on veut en termes de recherche. Le dialogue entre le savoir des Abitibi-Winnick et la science occidentale, il y a des nouvelles méthodes, il y a de l'apprentissage de la part des chercheurs, il y a de l'apprentissage aussi au niveau de la PNA et on commence à avoir beaucoup d'expérience et ça devient de plus en plus difficile de nous en passer des petites vites en recherche. Le projet qu'on va montrer tantôt, en fait, qu'Annie-Claude va présenter, c'est le projet de la protéger des tendances autochtones, qui est un type d'appellation, sur Abitibi-Winiaki. Le projet de recherche, c'est pas tout le territoire que vous voyez là. C'est les territoires qui sont touchés par l'habitat, par le territoire justement de la harde des tours Kizagami. À toi, Anne-Claude. Ah oui, là, c'est à mon tour, c'est là que j'embarque. Moi, j'ai été, je vais me représenter, puisque là, ça fait longtemps l'introduction. Je suis en ce moment stagiaire postdoctorale pour la Première Nation Abitibi-Winnie, puis je suis basée aussi à l'INRS. Puis, dans le cadre de mon postdoc, j'ai eu plusieurs, là, mais 3 mandats spécifiquement là, sur le projet qui concerne la zone d'intérêt dans l'habitat du caribou, puis le projet d'aire protégée. Donc, le premier, c'était de développer un cadre fondateur pour une aire protégée sur Abitibi-Winiaki en mobilisant là, toutes les connaissances de la recherche que Benoît a présentées pour réussir à valoriser ces données-là. Ensuite de ça, mobiliser les savoirs des Abitibi-Winnick sur le caribou forestier. On a parlé beaucoup de savoirs dits traditionnels ou de savoirs des membres de la communauté sur leur territoire. Donc, l'idée, c'était de mobiliser ça aussi. Puis enfin, de développer un outil d'aide à la décision là, pour aider la Première Nation Abitibi-Winnie et éventuellement d'autres Premières Nations à faire vraiment le design là, de leur aire protégée, voir le contour, où est-ce qu'on le met, puis comment est-ce qu'on évalue l'adéquation entre un projet d'aire protégée et les valeurs des gens de la communauté. Donc, voilà, c'était mon mandat depuis les 2-3 dernières années. Donc, je vous présente l'équipe de recherche. Là, on a eu la chance d'avoir vraiment une super équipe avec des expertises très, très diversifiées qui a été ralliée par Yann Boulanger du Service canadien des forêts. On a franchement bénéficié de pas mal d'expertises, vous allez voir, avec des gens à la fois de la communauté, à la fois de la recherche scientifique en milieu universitaire, à la fois de la recherche scientifique en milieu gouvernemental. Donc, on a tout travaillé ensemble là, depuis quelques années. Je fais un petit topo sur les aires protégées de conservation autochtone. Il y a plusieurs appellations qui existent. Là. Les APCA, c'est l'appellation qu'on utilise au Canada, là, pas en canadienne. Au Québec, c'est autre chose dans le monde. Il y en a toutes sortes. Les aires protégées de conservation autochtone, on en entend de plus en plus parler là, pour 2 raisons. La première, c'est que on est à la convergence entre les aspirations à l'autodétermination des Premières Nations, notamment qui sont inscrites dans la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, là, qui vient affirmer le droit d'intendance des peuples autochtones sur leur territoire.
Et ensuite de ça, ben, on a la crise de la biodiversité en ce moment, puis l'engagement des pays à protéger. Là, j'ai mis le 30 x 30, c'est le 30 je résume ça, d'aires protégées d'ici 2030, qui ont été négociés lors de la COP15 qui a eu lieu à Montréal il y a 2 ans, là, les accords de Coligny de Montréal. Donc, ces deux grands chantiers-là convergent dans le concept d'aires protégées autochtones ou aires de conservation et de protection autochtones. Plus précisément, ça n'a pas émergé, ben, il y a des racines un peu plus profondes au concept. Le concept d'aire protégée de conservation autochtone a été développé par le Cercle autochtone d'experts qui avait été mandaté par le gouvernement fédéral pour consulter les Premières Nations partout au pays et développer ce concept-là d'aire protégée de conservation autochtone. Ils ont publié leur rapport en 2018, Nous nous levons ensemble, qui fait office de référence en la matière. Et dans leur rapport, ils ont ressorti 3 caractéristiques communes aux aires protégées et de conservation autochtone. D'abord, elles sont dirigées par les Autochtones. Ensuite, elles représentent un engagement à long terme envers la conservation. Puis finalement, bien, elles légitiment les responsabilités et les droits des Autochtones sur leur territoire. Si on regarde le portrait au Canada, là, je vous sors une carte qui a été produite là, dans un article de synthèse de Nicolas Mansuy sur les projets d'APCA au Canada. Donc, en vert, c'est les aires protégées déjà. Puis, les petits points oranges, c'est les bleus aussi. C'est tous les projets de gardiens du territoire qui ont été financés pour travailler sur des aires protégées d'intendance autochtone en orange. Donc, là, vous voyez, Picogan n'a pas encore son point parce que la carte était antérieure au projet d'aires protégées, mais le point s'en vient. Donc, ces projets-là se multiplient partout au pays, puis dans le monde aussi. C'est un phénomène qui se passe là, un peu partout. Je présente, on s'en va tranquillement là, vers notre projet de recherche spécifique. Notre cadre d'analyse se base sur les valeurs. Donc, on a utilisé, j'ai travaillé avec Solange Nadeau, qui est dans l'équipe de recherche qui travaille au Service canadien des forêts, pour développer un cadre conceptuel là, qui est bien adéquat pour notre sujet de recherche, puis qui est aussi en phase avec ce qui se passe à l'échelle mondiale là, sur la protection du territoire, la recherche sur la durabilité. Donc, on est arrivé avec le modèle de valeur de Pasquale 2023, qui présente les valeurs liées à l'environnement sous une forme de pyramide hiérarchique. Donc, en haut, on a les grandes visions du monde, par exemple, toutes les conceptions autochtones de la conception du monde, la science occidentale, on met tout ça là-dedans. Les grands principes qui dirigent les actions pour la durabilité, les aires protégées, puis tout ça, qui reposent sur des valeurs qui sont plus spécifiques. Là-dedans, on inclut les valeurs relationnelles au territoire, tout ce qui est services écosystémiques, ça rentre là, les valeurs intrinsèques qu'on pourrait attribuer à des écosystèmes forestiers ou autres, là, des valeurs d'existence, ça rentre tout dans les valeurs spécifiques. Puis le bas de la pyramide, ben, c'est des indicateurs là, plus tangibles qui nous permettent de mesurer ces valeurs-là sur un territoire. Donc, ça m'amène à l'objectif 1, développer le cadre fondateur pour une aire protégée sur Abitibi-Winiaki à partir des valeurs des Abitibi-Winiks. Donc, on a travaillé là, sur les étages du milieu de la pyramide, donc les valeurs spécifiques et les principes. Pour faire ça, bien, on a utilisé 2 sources de données différentes. La première, c'est qu'on est allé faire des entretiens avec des gens qui sont sur le territoire, des experts du territoire qu'on les a appelés, puis qui ont leurs territoires familiaux dans la zone caribou là, qui nous intéresse, dans la partie nord du territoire, qui est un peu moins occupée quand même que la partie sud. Donc, on a rencontré avec 7 experts du territoire lors d'entrevues qui ont eu lieu au printemps. On les a questionnés sur le caribou, sur leur motivation à la conservation, sur les valeurs qui guident leur relation au territoire. Donc, on a ramassé beaucoup d'informations qualitatives. Ensuite de ça, je suis allée relire toutes les thèses puis les mémoires là, des projets de recherche que Benoît a présentés tout à l'heure.
Et on a tout mis ça dans la machine à analyse qualitative. Là. Ceux et celles qui travaillent en sciences sociales connaissent certainement les analyses thématiques et le logiciel NVivo. Le principe, c'est qu'on entre des documents dans le logiciel et on peut venir classer, par exemple, chaque extrait d'entrevue en des thèmes qui ressortent communs. Là, par exemple, quelqu'un m'a parlé de la chasse à l'orignal, quelqu'un d'autre m'a parlé de la chasse à l'outarde. Bon, ben, je vais les mettre ensemble. Ça va être mon thème chasse. T'sais. Puis là, on a développé une arborescence comme ça en regroupant les thèmes en valeurs, puis en regroupant les valeurs en principes généraux. Ce qui est ressorti, ben, c'est 9 valeurs fondamentales qui sont regroupées en 4 principes. Je vous les présente. Donc, le principe 1, affirmer l'identité Anishinaabe, qui est ressorti comme un élément très, très important, là, à la fois dans les recherches antérieures, puis à la fois dans les entretiens qu'on a faits. Donc, je vous donne un petit extrait d'entretien. La protection de nos territoires, c'est où les gens ont resté dans le temps. Il y a des places stratégiques où est-ce que le monde se rassemblait. Donc, ici, on fait appel à des lieux qui sont importants pour tout le monde de la communauté, donc avec des valeurs d'héritage, de partage, par exemple, les lieux de rassemblement, les sites de portage, les voies d'accès au territoire en canot. Donc, tous ces éléments-là patrimoniaux qui viennent soutenir l'affirmation identitaire dans une aire protégée. Ensuite de ça, principe 2, soutenir les pratiques des Abitibi-Winiks sur le territoire. Donc, il faut rester dans le territoire. Moi, je pense ça de même. On trappe la marque, le lynx. Donc, ici, on est vraiment dans des valeurs d'engagement dans la relation au territoire et d'éthique aussi dans ces relations-là. Donc, c'est en lien avec la chasse, la pêche, la trappe, la cueillette, la vie sur le territoire, le ressourcement. Donc, ça, c'est notre principe 2, l'aire protégée doit venir soutenir cette relation-là des gens avec le territoire. Ensuite de ça, principe 3, rétablir et maintenir la santé du territoire. On ne peut pas se permettre la disparition d'une espèce, peu importe l'espèce. Donc ici, on touche plus à la santé des écosystèmes, à la durabilité aussi là, des utilisations du territoire. Les 3 valeurs qui viennent soutenir ce principe-là, c'est des valeurs d'équilibre, des valeurs d'intégrité et d'intégrité des écosystèmes. Là, ça fait appel un peu à la naturalité. Donc, des écosystèmes qui sont davantage régulés par des processus naturels que des processus industriels. Puis, ça fait aussi appel à des valeurs de vitalité ou de vie. Donc, les gens ont, par exemple, parlé que eux, c'est important pour eux, quand ils se promènent sur le territoire, de voir la vie, de voir des animaux, de voir des plantes qui poussent à certains endroits, des criques ou des petits ruisseaux intermittents où est-ce que les animaux viennent voir qu'il y a toutes sortes de vie autour. Ça, c'est tous des éléments qui viennent caractériser un peu cette valeur-là là, de vitalité du territoire, qui peut faire un pont avec les notions de biodiversité là, qu'on voit en écologie. Finalement, principe 4, exercer ses droits et ses responsabilités sur le territoire. Je dirais que ce serait juste à nous de prendre soin de notre terre. Ici, ça fait appel à des valeurs de responsabilité et de respect. Donc, les gens nous ont parlé d'abord de respect envers les éléments, les composantes humaines du territoire, les Anishinaabe, les non-Anishinaabe aussi, et toutes ces composantes non humaines aussi, les plantes, les animaux, donc tout ce qui est présent sur le territoire. Puis au niveau de la responsabilité, qu'elle soit formelle ou informelle, ça c'est ressorti assez fort des entretiens. Les gens se sentent responsables de leur territoire familial. Quand il y a des choses qui se passent, par exemple, on soupçonne du braconnage ou bien il y a des activités louches qui se passent, les gens interviennent, ils se sentent le devoir d'intervenir. Donc, c'est vraiment une responsabilité envers leur territoire. À l'échelle de la communauté, ça s'exprime aussi par le programme de gardiens du territoire là, qui se donnent la responsabilité de surveiller ce qui se passe sur le territoire puis d'en assurer aussi la responsabilité. Donc, tout ça mis ensemble, à quoi ça sert puis comment est-ce que ça peut être utile? D'abord, ça permet d'asseoir tous les différents projets là, qui gravitent autour de l'aire protégée, autour d'une base commune. Donc, nos 4 principes viennent englober un peu tout ce qui se passe. Ensuite de ça, ces principes-là et ces valeurs-là, ça nous permet de s'assurer que le projet, là, qui prend toutes sortes de directions puis qui est planifié à très long terme, qui dépasse le cadre de l'étude, s'aligne avec les valeurs des Abitibi-Winiks.
Ça vient soutenir aussi le développement d'un système de gouvernance qui est approprié aux valeurs locales. Puis finalement, ça assure une continuité aussi du projet dans le temps. Là. Moi, ce que je souhaite, en fait, c'est que si dans 15 ans, là, le projet n'est pas fini parce que c'est long faire une aire protégée, il y a quelque chose de solide là, qui pourra suivre le projet, même si les gens changent, même si le contexte change. Ce qui m'amène à l'objectif 2, mobiliser les savoirs des Abitibi-Winnick sur le caribou forestier. Donc là, on est dans le bas de la pyramide, là, dans le développement d'indicateurs. Les entretiens nous ont permis là, de situer le caribou forestier pour les gens de la communauté, puis de l'associer à plusieurs valeurs. Il y a des valeurs de vitalité du territoire, on ne peut pas perdre une espèce, à une responsabilité aussi envers une espèce qu'on voit décliner sur le territoire, à l'héritage, on souhaite que les prochaines générations sachent que le caribou était présent puis que les gens de la Première Nation avaient une relation avec le caribou. Donc, on a travaillé sur un modèle de la qualité de l'habitat du caribou, mais à partir des savoirs des gens de la communauté. Pour faire ça, on a fait appel à un partenaire, Mathieu Leblanc, qui travaille à Environnement et Changement climatique Canada. Mathieu, pendant son postdoc, il a développé un modèle de qualité de l'habitat à partir de l'expertise de la communauté scientifique. Donc, il a passé des questionnaires à plusieurs personnes, spécialistes du caribou, afin d'identifier les types de végétation que le caribou préférait, caribou forestier, la densité locale de perturbation, puis la distance à la perturbation pour développer un modèle mathématique de qualité de l'habitat du caribou. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça sur le territoire de la Première Nation Abitibi-Winnie, sur la partie nord dans les réserves à castors. Plus c'est blanc, plus c'est bon pour le caribou, puis plus c'est noir, moins c'est bon pour le caribou. C'est un super outil, mais qui a deux petites, pas failles, mais deux éléments qu'on voulait améliorer. Le premier, c'est que ce modèle-là a été développé pour l'ensemble du Québec. Donc, en Abitibi, la forêt n'est pas comme dans la forêt sur la Côte-Nord. Là. On est dans la tourbière, pas beaucoup de relief. Donc, il y a des particularités régionales qu'on souhaitait tenir compte. Puis ensuite de ça, la complémentarité avec les savoirs des Abitibi-Winnick est très importante parce que les scientifiques ont un regard posé à partir de données, à partir de télémétrie extérieure. Les gens de la communauté sont sur place, observent le caribou et le suivent à la trace. Donc, ont un autre type de connaissance qui est complémentaire dont on voulait tenir compte. Et là, on a combiné la méthode de Mathieu avec la méthode qu'on a développée pendant ma thèse pour aller chercher des savoirs d'experts et les transformer en données quantitatives qu'on pouvait intégrer à un exercice de modélisation. Donc, on a mis ces deux expertises-là ou ces deux méthodes-là qui ont été développées ensemble. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Là. Ça ressemble à ça. Donc, on avait des petits cartons avec des types d'habitats, des types de perturbations. Puis là, on demandait aux gens, en fait, de répartir une dizaine de blocs parmi, par exemple, deux types d'habitats. Je vous donne un exemple, là, une tourbière, puis une lande à lichen. Puis bon, le caribou, qu'est-ce qu'il préfère? Donc, qu'est-ce qui répond le mieux à ses besoins? Puis là, les personnes pouvaient répartir les 10 blocs, là, si c'est moitié, 5-5, si c'est plus lande à lichen, on pouvait mettre 8-2. Donc, on a ramassé les données comme ça. On a rencontré 8 experts qu'on a rencontrés 2 fois, une fois pour des données qualitatives, une fois pour des données quantitatives. On les a questionnés sur 6 types d'habitats puis 5 types de perturbations. Ce que ça a donné. Ça fait pas longtemps que c'est sorti. Là. Je suis désolée, les graphiques sont très sortis du logiciel. Ils ne sont pas très esthétiques, mais sont très parlants. Au niveau des types d'habitats, les habitats qui ont eu le meilleur score, c'est les forêts ouvertes avec du lichen et les tourbières, puis un petit peu moins les forêts matures. Là. Donc, on voit les boîtes qui sont les plus hautes, puis les habitats qui ont, ou les types d'habitats qui ont eu les moins bons scores sont les couples. Là. Les gens étaient pas mal assez d'accord. Chaque point, c'est une personne. Et les forêts brûlées. Pour ce qui est des types de perturbations, les mines, évidemment, sont sorties assez fortes. Là. Il y en a 3 sur le territoire d'intérêt. Donc, l'industrie minière est assez présente. L'exploration minière aussi, les routes principales, alors que les camps de chasse puis les chemins forestiers, le chemin de gravel sont sortis un peu moins forts.
Si on compare ça avec les poids que Mathieu, lui, avait obtenus avec la communauté scientifique, c'est assez intéressant. C'est les lignes vertes, là, je ne vous l'ai pas mis pour les types de perturbations. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais les données sont moins comparables. Mais si on regarde ici les différences principales, c'est que les gens de la Première Nation Abitibi-Winick ont accordé une importance beaucoup plus grande aux tourbières et aux landes alcanes que ce que Mathieu avait obtenu là, pour l'ensemble du Québec, ce qui est quand même cohérent avec les réalités là, environnementales régionales. Et les sorts étaient un petit peu moins, un petit peu plus grands là, pour les forêts matures, les vieilles forêts qui sont sorties un peu moins fortes des entrevues. Donc, tout ça, je ne peux pas vous montrer encore la carte du MQH là, projetée sur le territoire, elle n'est pas terminée. Mais ce que ça nous donne, c'est un modèle qui est plus approprié aux particularités régionales, qui trouve une légitimité aussi auprès de la Première Nation et de ses membres, parce que c'est leurs savoirs qui sont à l'intérieur. Et ensuite de ça, c'est un outil là, qui nous permet de cibler les zones prioritaires à protéger qui est basé sur la complémentarité des savoirs autochtones et des savoirs issus de la recherche scientifique. Ce qui m'amène au troisième objectif et dernier objectif. Là, on est dans le bas de la pyramide, là, dans les indicateurs qui vont nous permettre de développer un outil d'aide à la décision pour délimiter la protéger. Où est-ce qu'on met ça? Qu'est-ce qu'on protège? Où sont les priorités? Ici, on a travaillé avec Pierre-Alexandre, qui a été employé pour travailler avec nous par Ressources naturelles Canada, qui a découpé tout le territoire en hexagones. Donc, les petits hexagones, ils ont chacun 4 km². Puis, en gris foncé, vous voyez, c'est les aires protégées sur le territoire là, qui couvrent à peu près 17 là, du territoire en ce moment. Donc, avec nos objectifs 30-30, on peut monter ça un peu. Et on a développé des indicateurs là, pour chacune des valeurs, une série d'indicateurs qu'on a représentés sur la carte. Je vous donne un exemple ici, c'est un indicateur de naturalité qui a été développé à partir des travaux qu'on avait fait pendant ma thèse, un indice de naturalité là, qui avait été dérivé des entrevues qu'on avait fait. Donc, plus c'est mauve, plus c'est naturel, plus c'est jaune, plus c'est anthropisé, par exemple, ou perturbé. Ici, on voit les 3 mines, par exemple, là, sur le territoire, les gros spots jaunes. Donc, là, je vous donne un exemple, mais des indicateurs, on en a développé 10. Je ne vous les présenterai pas un à la fois, là, ce serait trop long, mais on en a pour chacun de nos principes. Donc, identité, beaucoup à partir des données sur l'utilisation du territoire, là, les milliers de points qui ont été récoltés au cours des 10 dernières années. Même chose pour les pratiques, des indicateurs de santé du territoire avec le modèle de qualité d'habitat du caribou. Il faut encore qu'on intègre les savoirs traditionnels là-dedans, indice de naturalité. Puis aussi, toutes les valeurs industrielles du territoire qu'on doit considérer parce que c'est des acteurs importants sur le territoire, puis la Première Nation a besoin de leur appui là, pour que le projet d'aire protégée passe. Donc, on a mis la valeur forestière, la valeur minière aussi avec ce qu'on avait comme données. Ce que ça donne, parce que non, je ne vous dis pas tout de suite, il manque un aspect métaux. On avait toutes ces variables-là, puis là, on voulait avoir un portrait du territoire qui était capable de tout représenter un peu en même temps. Puis là, c'est là que la méthode d'analyse de groupement à contraintes spatiales avec laquelle Yann Planger a travaillé, lui, pendant son postdoc pour régionaliser les régions de feu au Canada, on l'a appliqué au territoire. Donc, le principe général, c'est qu'on regroupe des secteurs du territoire qui se ressemblent avec une approche multivariée pour former des clusters ou des groupements qui se ressemblent. Puis ça va être notre unité d'analyse de base. Quand on fait rouler ça sur tout le territoire, comme ça nous donne un portrait comme ça. Ici, on a 24 groupes différents. Là. En blanc, c'est soit les aires qui sont déjà protégées ou les endroits qui sont peu propices à la création d'une aire protégée, là, parce qu'il y a une mine, par exemple. Donc, ça nous donne un portrait comme ça. Là. Chaque couleur représente un cluster ou un groupe. Puis là, on peut analyser chacun des groupes. Là. Je vous en montre un ici, le plus gros, le groupe 1. Selon sa valeur par rapport à l'ensemble du territoire
pour les pratiques des Abitibi-Winnick. Donc ici, on est un petit peu en dessous de la moyenne de l'ensemble du territoire. Pour la naturalité, on est un peu au-dessus. Pour le caribou, c'est assez bon, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Des points pour l'identité, il n'y en a pas tant que ça. Valeur forestière, on est dans Tourbière, il n'y en a pas. Et il y a quand même un peu de forage minier, donc on pourrait avoir un obstacle là, ici là, au niveau de la négociation avec les minières pour la protéger. Donc, chacun des groupes est décrit de cette façon-là. Là, on arrive pas mal à où on est rendu dans le projet, là, à tout mettre ça ensemble. On travaille avec Jérôme Simon-Morin, qui, lui, travaille sur la conciliation des valeurs dans le design d'art protégé, l'optimisation aussi des valeurs pour arriver avec une proposition du comité scientifique là, pour la Première Nation, dire, bon, ben nous, on a tout analysé, voici ce qu'on vous propose, puis une base de travail à partir de laquelle ils vont pouvoir ajouter des morceaux, enlever des morceaux, là, c'est pas un truc fixe, mais c'est un outil d'analyse qu'on est en train de développer. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ben, c'est un outil qui nous permet de cibler les zones prioritaires à protéger. C'est un outil aussi qui intègre les données des 15 ans de recherche qu'on a fait, là, les points d'occupation du territoire, les indicateurs qui ont été développés pendant moi, ma thèse. On inclut toutes ces données-là à l'intérieur de l'outil d'aide à la décision. C'est aussi des méthodes qui ont combiné plusieurs expertises scientifiques. Là, je vous ai présenté un peu tous les chercheurs qui ont été impliqués à un moment ou à un autre pour développer ça. Éventuellement, ben, ça pourrait être la base d'un plan de gestion qui est approprié aux valeurs et caractéristiques locales du secteur d'intérêt. Et finalement, ben, le zonage peut être la base d'un outil de négociation avec les différents partenaires là, pour négocier, vendre et peaufiner le projet d'art protégé. C'est un peu ça l'idée derrière. Donc, ce qui m'amène à une petite conclusion résumée, où on est rendu, ben, l'objectif 1, notre cadre fondateur, qui est presque terminé. L'article va partir dans les prochains jours pour être soumis. Là, vous pourrez le consulter bientôt. Puis, il reste une présentation officielle aussi à faire à la communauté. Au niveau de l'objectif 2, la qualité de l'habitat du caribou, ben là, on est rendu à intégrer les deux modèles, celui de Mathieu basé sur l'expertise scientifique, puis celui qu'on a réalisé là, à partir de l'expertise des membres de la communauté. Donc, de faire dialoguer les deux modèles, ça, c'est pas encore fait. Puis finalement, ben, pour notre outil d'aide à la décision, il reste encore de la validation d'indicateurs à faire pour finage de méthodes. Puis éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est développer une application web pour que les partenaires, la Première Nation ou éventuellement d'autres Premières Nations, gagnent un peu en autonomie puis soient capables d'interagir un peu avec le modèle sans avoir besoin d'un chercheur derrière son ordinateur qui fait de la programmation. Sur ce, on serait rendu à passer la parole à Benoît qui va conclure la présentation. On ne t'entend pas, Benoît. Ça va aller mieux avec un micro ouvert. Oui, tu sais, la conclusion qu'on pourrait emmener, parce qu'il y a quelques autres projets de recherche aussi qui s'attachent un peu moins près du projet d'art protégé. Mais à travers les travaux qu'on fait à Territoire Environnement, les travaux de recherche, parce que quand on a commencé avec le projet de recherche de maîtrise à Roxane, c'était vraiment là, qu'est-ce que ça fait l'aménagement écosystémique à nos activités? Bon, ça s'arrêtait là. La même affaire avec la maîtrise à Jamie pour la toponymie. C'était cool de savoir c'est quoi la toponymie. La même affaire avec le projet de doctorat Anne-Claude. Mais par contre, ce qui est vraiment nice, c'est d'être parti d'une idée avec un objectif simple et d'emmener ça à un résultat très concret qui est la mise en place d'un outil pour déterminer les aires protégées. On a à la PNA, on n'accueille pas juste des chercheurs, là. On s'implique, puis on met de l'argent. Puis dans les dernières années, on a mis beaucoup d'argent dans les projets de recherche.
Ce qui nous amène à toutes sortes de petites branches. On fait de la télémétrie, on participe à des projets de télémétrie, la comptabilisation du carbone dans les milieux humides, l'inventaire des oiseaux boréaux. On fait nous-mêmes de la télémétrie avec notre drone. L'ADNE, qui est un projet super intéressant, novateur, dans lequel on fait partie des pionniers un peu pour la mise en place de ça. On voit l'école Miigwech ici, qui est notre école primaire. C'est du transfert de connaissances, de la vulgarisation qu'on a besoin de faire à travers des projets. On a des petits projets sur la chauve-souris, entre autres, la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique. On implique beaucoup les jeunes là-dedans. La caractérisation, on s'implique beaucoup dans la caractérisation du territoire dans son ensemble, mais aussi à plus petite échelle. Avec comme exemple Shikobi, sur lequel on a toujours de l'acquisition de connaissances. On a d'autres projets aussi postdoctoraux avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, justement pour faire ce que nous, on a fait avec nos recherches, c'est de rassembler ces recherches-là et d'en avoir un extra. Bref, 15 ans de recherche, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de chercheurs pour en emmener à un outil qu'on vous a présenté et qu'on est en train de déterminer pour un objectif de déposer un projet d'aire protégé complet, appuyé par nos collaborateurs qui sont Agnico Eagle, ECLA Québec et Chantier Chibougamau pour le 31 mars 2026. Voilà. Je vais finir avec les remerciements. Ah, oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde, impliqué là-dedans. Là. Ben, d'abord, merci à nos bailleurs de fonds, Première Nation Abitibi-Winnie, Ressources naturelles Canada, puis MITAC, les partenaires, le Benoît les a nommés en particulier. Il y a la SNAP aussi, l'UQAT, Réseau Dialogue qui m'accueille dans ses bureaux à Montréal. Merci particulier à Yann Boulanger qui a mis toute cette équipe-là ensemble grâce à son entre-gens unique. Donc, il a rassemblé l'expertise nécessaire pour faire ça autour de lui. À toute l'équipe de recherche, là, que c'est très agréable de collaborer avec cette équipe-là là, depuis les 3 dernières années, à l'équipe territoire et environnement, à tous les experts du territoire aussi là, qui ont participé. Il y en a certains qui ont souhaité garder l'anonymat, d'autres que non. Je vais vous nommer ceux qui ont participé quand même, qui ont accepté d'être nommés. Donc, Nathalie Mowat, Patrick McKenzie, Suzanne Rupert-House, Wally McKenzie, Simeon Trapper, Kevin Kistabish, c'est toutes des personnes là, qui connaissent très bien leur territoire et qui ont été très généreux de leurs connaissances. Puis, ben, merci aussi à l'ensemble des chercheurs là, qui ont été engagés avec la Première Nation Abitibi-Winnie. Je pense à Hugo Asselin, à l'UQAT, qui a dirigé plusieurs des projets de recherche qui ont été présentés maintenant. Nicole Fenton, qui est engagée aussi dans plusieurs projets. Caroline Desbiens, qui a dirigé aussi la maîtrise de Jimmy, puis bien d'autres chercheurs aussi. Voilà. Merci. Ben, merci beaucoup à vous deux, Annie-Claude et Benoît. Merci pour cette présentation bien riche en informations, en perspectives et en concepts. Donc, pour ceux et celles qui se sont joints à nous tardivement, mon nom est Raed El Ferjani, j'animerai la période de questions. Avant de commencer, j'ai quelques messages d'intérêt et des règles d'usage à partager avec vous. Vous pouvez tous maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, vous pouvez compléter l'attestation de participation avec le lien URL que vous trouverez dans la boîte de clavardage sous peu. Veuillez noter que le code d'activité est maintenant intégré dans le lien. Les arboriculteurs certifiés, membres de la Société internationale d'arboriculture Québec, peuvent également cumuler des crédits de formation en utilisant les informations que je vais insérer dans la boîte de clavardage. Vous pouvez poser votre question dans la langue officielle de votre choix et ça peut se faire de 2 façons. Verbalement, en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro.
Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Nous souhaitons avoir une question à la fois pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question et de laisser la chance à toutes et à tous de poser leurs questions également. Si vous préférez poser votre question par écrit, utilisez la boîte de clavardage, sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer, si ce n'est déjà fait. Nous vous demandons de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation que vous représentez. Donc, la période, sans plus tarder, la période des questions est maintenant ouverte. Et je pense qu'on a déjà une question de Melissa Wittom, une question écrite. Je vais la lire. Bonjour, Melissa Wittom de l'IDD PNQL. J'ai pu comprendre que vous utilisez l'appellation aire protégée d'intendance autochtone qui a clairement des liens avec le concept d'aire protégée et de conservation autochtone. Envisagez-vous le statut d'aire protégée d'initiative autochtone, entre guillemets, comme statut légal pour votre projet d'aire protégée, entre parenthèses, même si le statut et les guides qui l'encadrera restent à être élaborés? Je vais répondre. Comme je l'ai dit tantôt, on va faire notre dépôt le 31 mars. On a beaucoup à faire à ce moment-là. Le cadre, c'est une appellation. Il y a celle du fédéral, il y a celle du provincial. Comment on va le déposer? Ce qu'on veut, c'est de la protection, c'est que ce soit protégé des activités minières, forestières et hydroélectriques. Pour la partie, parce que c'est pas une aire protégée qu'on va faire, c'est un réseau. Est-ce qu'elles vont avoir tous le même statut? Je ne sais pas. Ça fait partie des stratégies qu'on va élaborer en cours d'année à partir du moment où on va avoir notre carte de travail avec laquelle on va aller voir nos différents partenaires pour valider leurs intérêts sur leur territoire. Mais là, on utilise ça. Évidemment, c'est une aire, c'est vraiment une aire de protéger d'initiatives autochtones parce que c'est la PNA qui l'amène. Voyons, on n'est pas encore rendu à l'appellation, comment on va le présenter, mais ça risque d'être ça, oui. Et puis, pour juste expliquer un peu, moi, pourquoi j'ai pris cette appellation-là, c'est, là, moi, je m'adresse, ben moi, pas juste moi, là, mais dans le travail ici, on s'adresse à la communauté scientifique internationale, donc j'ai voulu aussi me détacher un peu là, des formulations avec un ancrage le plus politique ou plus légal. Donc ça venait chercher tous les projets d'intendance autochtone d'air protégée au Québec, au Canada, mais dans le monde aussi. C'est pour ça que je les ai appelés comme ça dans le cadre du projet de recherche. Annie-Claude, un petit détail technique, votre caméra est désactivée, si vous pouvez l'activer. Elle est activée normalement? Non. Ben moi, je me vois. Ça marchait bien tout à l'heure jusqu'à la fin de la présentation. Oui. Ouais. Il n'y a rien qui a changé de mon côté. Bon, ben, je vous confirme que je suis là. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions orales parmi les participants? Je rappelle que pour poser une question orale, il faut appuyer sur la main levée. J'ai essayé de repartager mon écran. C'est ça que j'ai changé. Est-ce qu'on me voit? On est en attente que le contenu se partage. C'est ça le message que j'ai. Ah. Bon, mais je suis encore là. OK. Bon. On va continuer avec les questions. Je vais voir s'il y a des questions écrites. Non.
Donc, je rappelle pour les questions orales, il faut appuyer sur la main levée à droite de votre nom. Oui, j'ai une question de Pauline Suffis. Bonjour tout le monde, bonjour Benoît, bonjour Annie-Claude. Ben, juste pour vous entendre un peu plus sur comment vous définiriez les savoirs autochtones, puis comment la difficulté à les faire reconnaître dans la recherche. Je peux peut-être commencer avec la définition là, de chercheur. Puis Benoît, peut-être tu continueras. OK. Moi, j'utilise la définition de savoir autochtone là, bon, là, je pars un peu dans les côtés recherche, là, mais c'est Pauline. Là, salut Pauline. Usher 2000, moi, je l'aime bien, là, qui est une typologie en 4 types de savoirs autochtones qui implique tous les savoirs concrètement là, sur le territoire, sur les espèces, qui inclut les observations, les jugements, qui implique aussi le système de valeurs qui est en dessous de ça. Donc, qu'est-ce qui est un bon environnement ou un environnement souhaitable, qui est un moins bon environnement, tout ce qui est savoir-faire aussi, utilisation du territoire, pour moi, ça, ben, pas juste pour moi, là, mais ça rentre dans la définition. Puis finalement, tout le système de connaissances puis la vision du monde qu'il y a en dessous. Là. Donc, c'est comme 4 grandes catégories. Là. Moi, d'habitude, c'est avec cette définition-là que je travaille. Puis au niveau de la difficulté, pour vrai, moi, c'est plus un plaisir là, de travailler avec ça, puis de chercher des moyens d'intégrer, puis des méthodes, puis tout ça. Fait que j'en ai pas eu tant que ça dans la mesure où je pense que si le travail est bien fait, de façon bien documentée, avec des méthodes appropriées, jusqu'à date, moi, j'ai pas rencontré d'obstacle au niveau de la reconnaissance ou de la validation, ou je sais pas trop même pas comment appeler ça, là, des savoirs autochtones. Maintenant, une réponse pratique. C'est pas si simple. C'est pas si simple et c'est toute la démarche qu'on vient de faire. C'est le cumul de 15 ans de recherche qui fait parler le savoir et le savoir des gens de la PNA et le savoir scientifique pour déposer un projet d'aire protégée. Et j'espère que ça va marcher. Mais dans la vie de tous les jours, juste le savoir est rarement un facteur de décision gouvernementale, disons. Oui, c'est ça, qu'il soit autochtone ou scientifique, le savoir n'a pas toujours sa juste place là, dans la prise de décision. C'est juste pour vous faire parler, mais je suis vraiment contente que vous le souligniez, là, mais dans le sens, vous l'avez mentionné, il y a plusieurs Premières Nations qui sont dans cette démarche-là, puis qui n'ont pas la chance d'avoir votre expérience, je dirais. Je dirais qu'au niveau de leadership, on voit justement de plus en plus les Premières Nations avoir l'opportunité et le soutien pour développer ce type d'approche-là. Mais c'est sûr que vous faites partie des leaders qui avaient justement toute cette expérience-là, puis de le mettre au bénéfice. Je voulais juste saluer votre intention de développer un outil pour soutenir en fait, un outil d'aide à la décision pour les autres initiatives. Puis, c'est ça, c'est un défi que toutes les Premières Nations rencontrent, de valoriser, de faire reconnaître les savoirs comme la base des prises de décision. Et que je voulais juste le souligner au bénéfice de tous les gens qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présentation, très agréable. Merci. Merci Pauline, merci pour les réponses, Annie-Claude et Benoît. Il y a une question de David. Allez-y, David. Oui, salut tout le monde. Salut Dave. Salut Benoît, salut Annie-Claude, ça va bien? Oui. Salut. J'avais juste une petite question. Je me suis demandé si dans l'analyse du territoire, est-ce que vous aviez utilisé des données archéologiques? Si vous en aviez, puis comment est-ce qu'ils ont été intégrés, si c'est le cas, dans la prise de décision là, pour la protéger, entre autres? Ben, Je ne sais pas si... Vas-y, Benoît. Ben, en fait, il y a la partie toponymique qui est utilisée. Évidemment, il y a une partie de la toponymie
sur lesquels on a de l'archéologie, mais non, le facteur archéologique n'a pas été tenu en compte beaucoup. Et l'autre affaire aussi, c'est que ça fait quand même plusieurs années que notre ambassadeur, notre expert en archéologie, Marc Côté est décédé, puis on n'a plus beaucoup de démarches archéologiques en région, on va dire, dévouées à la culture Anishinaabe là, en ce moment. Mais évidemment, tu sais, tous les cours d'eau où on peut se poser, tous les sentiers de portage, cours d'eau, sites de rassemblement, tout ce qui est identitaire a évidemment été un potentiel archéologique en soi. Il y a un projet de maîtrise en cours à l'UQAT aussi, là, François Labbé, qui travaille sur toute la collection Archéo 08, là, qui sont toutes les données archéologiques puis les artefacts qui ont été ramassés en Abitibi. Réussir à numériser tout ça puis valoriser tout ça. Fait que, effectivement, ça n'a pas été pris en compte là, dans le fondement du projet, mais ça peut tout à fait venir se rattacher une fois que ces données-là là, vont être disponibles au dossier d'air protégé. Tout comme, puis là, je vais rajouter, on parle des dossiers archéologiques, mais on travaille sur la séquestration de carbone pour ça. On travaille là-dessus, mais présentement, ce n'est pas dans le modèle. L'inventaire des oiseaux boréaux, on travaille dessus, ce n'est pas dans le modèle. C'est des informations complémentaires qu'on va mettre à l'intérieur du projet. Merci, Benoît. Rosalie a une question. Oui, bonjour, Rosalie Champagne-Côté. Je travaille pour la Première Nation des Inuits et Sipites. Merci pour la présentation, mais je pense qu'on s'est déjà vu dans quelques contextes. Vous avez mentionné dans les partenaires chantier Chibougamau, puis vous avez aussi mentionné dans les critères, là, dans le fond, les valeurs sur le territoire que vous preniez en compte le volet économique. Puis je me demandais comment est-ce que vous discutez avec l'industrie, vous avez un contexte particulier aussi au niveau des mines, comment vous arrivez à réfléchir à une conciliation des valeurs puis dans votre design d'air protégé, comment vous le réfléchissez? Est-ce que vous faites un zonage à dire il va y avoir peut-être une zone d'utilisation durable, si on utilise le vocabulaire ministériel ou bien, en tout cas, je vous laisse aller là-dessus, mais ça m'intéresse. En fait, j'ai nommé Agnico Eagle, j'ai nommé ECLA Québec et j'ai nommé Chantier Chibougamau. C'est des industries avec lesquelles nous avons des ententes de collaboration. À ce moment-là, on a déjà des activités de travail qui sont planifiées pour déterminer eux leurs valeurs à l'intérieur du projet qu'on va travailler. Puis je vais y aller aussi de d'autres côtés. Protéger ça mur à mur. Les gens chez nous ont besoin des accès routiers pour aller faire leurs activités. S'il n'y a plus d'activité économique, il n'y aura plus d'activité d'entretien de chemin. Ça fait partie aussi c'est un peu une valeur paradoxale là, dans le développement territoire chez nous et l'étude de Roxane le démontre aussi, l'importance du réseau justement pour l'accès. Mais évidemment, pour nous, c'est important que chaque partenaire avec qui on a signé une entente de collaboration puisse savoir où on s'enligne, comment on s'enligne, et à la fin, puis il y a une question aussi de résultats. C'est comme un boxeur qui s'en va à la boxe, s'il ne se prépare pas, il risque de perdre son combat. Puis là, le combat, c'est contre le gouvernement du Québec pour protéger ces territoires-là, parce que l'histoire des aires protégées au Québec, c'est juste une grosse compétition qui n'a aucun sens.
Puis c'est d'amener le plus d'arguments possible. Et un des arguments qu'on veut inclure là-dedans, c'est on a tenu compte des valeurs économiques. Si je peux ajouter aussi, dans les questionnements sur les valeurs qui sont ressortis, la valeur d'équilibre est ressortie assez forte. Puis dans les illustrations de cet équilibre-là, il y avait l'équilibre justement entre l'accès, puis la perturbation, puis l'influence, disons, anthropique sur le territoire qui est ressorti. L'accès aussi entre l'habitat, à la qualité de l'habitat de l'orignal, qui est super important pour les Anishinabés, puis l'habitat du caribou, qui n'ont pas les mêmes besoins, puis les coupes forestières, par exemple, les actions de l'industrie n'ont pas du tout les mêmes effets non plus là, sur les deux espèces. Donc, les valeurs aussi viennent un peu soutenir ça, là, cet équilibre-là. Tu sais, les gens, ce qu'on a entendu, c'est que l'industrie, elle s'en ira pas, là, on le sait, mais c'est une question de, là, en ce moment, tu sais, on est comme dans l'autre côté, là, tu sais, du trop. Là, ce serait de rétablir, justement, là, l'équilibre, il est où entre la partie industrielle, puis la fonction industrielle du territoire, puis toutes les autres fonctions, en fait, là, qui donnent de la valeur au territoire, que ce soit culturel, pour la biodiversité, durabilité, tout ça. Merci pour ces réponses. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Marie-Laure? Bonjour, Marie-Laure Lusignan. Merci beaucoup, énormément en fait, pour votre présentation. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ma question, c'est un peu plus au niveau des gardiens de territoire. Dans le fond, justement, je me demandais comment ça s'était passé, comment vous avez fait le pont entre la formation des gardiens de territoire du côté de connaissances traditionnelles, connaissances des Abitibi-Winnick du territoire, puis les connaissances scientifiques, les outils scientifiques, tout ça. Est-ce que ça a été un enjeu? Est-ce que vous avez... est-ce que c'est ça? Est-ce que vous faites un pont entre les deux? Est-ce que c'est surtout de l'application un peu plus avec les outils scientifiques, puis avec des formations plus côté biologie et tout ça, écologiste? C'est un peu complexe. Ben, c'est à la fois complexe et à la fois simple pour les gardiens de territoire. Premièrement, un gardien de territoire ne peut être autre qu'un membre de la Première Nation Abitibi-Winnick. C'est le premier critère. De deux, il doit avoir son permis de conduire parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Mais au-delà de ces deux critères-là qui sont les plus importants, on cherche à avoir des gens qui ont le plus de connaissances possible au niveau traditionnel que de connaissances académiques. Ce qui est le fun avec les gardiens, c'est qu'ils sont là dans tous nos projets de recherche. Ils sont là, ils accompagnent les chercheurs sur le territoire. On en a fait sur de la télémétrie avec le lynx, on en a fait sur l'ADN, on en a fait sur le caribou, sur le carbone, sur un tas de trucs. Qui savent conduire nos drones. Pour nous, ça, c'est important. Mais c'est aussi ces gens-là qui accompagnent les aînés dans les activités plus communautaires. Ils vont se promener. Écoute, mes gardiens peuvent être payés pour aller prendre un thé à un moment donné avec un aîné à son camp. C'est là qu'il y a une acquisition de connaissances qui se fait. Moi, ce que je veux de mes gardiens, c'est qu'ils soient près de la communauté Pikagam, mais près de la communauté scientifique. Et je ne leur demande pas nécessairement un grand bagage éducatif en éducation. Je peux peut-être rajouter, là, dans le cas du projet de recherche, ici, l'implication des gardiens, c'était souvent quand on prévoit des outils de collecte de données auprès des gens de la communauté, tu sais, il faut les tester, puis il faut les valider, puis tout ça. Fait que souvent, les gardiens, à la base, c'est les testeurs. Dans le fond, on se pratique avec eux, on regarde ensemble ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien. Donc là, les gardiens, ils posent un regard un peu critique là, sur les méthodes scientifiques qu'on utilise. Puis après ça, dans une deuxième phase, bien là, quand on utilise ces méthodes-là, puis qu'on fait la vraie collecte de données, les gardiens sont là avec nous. Là, moi, j'ai fait les entrevues avec Glenn puis
Pi, Pascal là, tout le temps. J'en ai pas fait que très peu toute seule. Donc là, ils connaissent l'objectif, ils connaissent la méthode, puis ils se forment aussi à la collecte de données là, en le faisant puis en prenant part au processus de développement méthodologique. Fait que c'est une autre façon là, dont ils sont ben, plus que mis à profit, là, qui contribuent puis qui se forment en même temps. Là. Merci beaucoup. Merci Annie-Claude et Benoît. On a une question écrite de Christian Picard. Quel est le procédé pour obtenir l'attestation? L'attestation de l'air protégé? Je pense que c'est plus une question. Je pense que c'est une question pour toi. moi. Oui. Oui. Ouais. Je vais mettre ça dans la boîte de clavardage tout de suite pour Christian Picard. Sinon, est-ce qu'on a d'autres questions orales ou écrites? Il y a une question de Pierre-Alexandre. Oui, j'aimerais savoir pour l'attestation de l'air protégé. Il y a eu les appels d'offres pour les appels de projet pour le dépôt d'air protégé qui se terminait le 15 octobre 2024 pour le sud du 49e parallèle. Et c'est un processus complètement différent pour ce qui se passe au nord du 49e. Et nous, c'est un dépôt qu'on va faire directement au gouvernement du Québec à travers notre table de négociation qu'on a avec eux. Il n'y a pas d'autre processus que ça. OK. Merci beaucoup. Donc, question de Jean Vézina. Quel genre d'émetteur est maintenant utilisé pour la télémétrie de la faune? Présentement, justement, on est en pourparlers avec le gouvernement du Québec pour pouvoir mettre nos propres émetteurs aussi pour la télémétrie pour le caribou. Nous, on n'en a pas fait présentement sur des animaux terrestres, mais on en a déjà fait il y a plusieurs années sur le suivi d'esturgeons, qui était de la télémétrie par fréquence. Mais nous, on n'en fait pas particulièrement. Là. Oui, Pauline, elle a la réponse. Ben, Benoît, si je peux juste. Oui, absolument. Je pense que c'est pour le projet Lynx. Fait que si tu veux juste parler de l'expérience des gardiens avec le projet Lynx, je pense que ça faisait référence à ça, la question. Oui, ben j'y ai pensé aussi. Mais tu sais, c'est pas. Oui, on a participé au projet, on a participé à attraper les lynx. On était là, nos gardiens étaient là aussi avec les vétérinaires qu'ils ont, je veux dire anesthésié, là, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais de là, savoir c'est quel appareil, ça, j'en ai aucune idée. Mais c'est de la télémétrie par GPS, là, par satellite. Là. Par satellite, si je peux combiner, juste rapidement, c'est des colliers satellitaires qui permettent d'envoyer la donnée dans les satellites qui la renvoient à un ordinateur. Fait que c'est comme une grosse plus-value par rapport à des colliers VHF ou UHF pour lesquels il faut être proche de l'animal pour le localiser. Fait que ça rentrait plus dans le détail, c'est ça la technologie. On a un commentaire de David Gervais. Pessamit a un projet de télémétrie des loups en cours si jamais vous voulez jaser. Ouais, je t'ai fait un signe de pouce, mais là, je ne sais pas si on voit ma caméra. Toujours pas? Benoît aussi, on avait une interruption de la vidéo à un moment donné. OK, c'est bon. Je suis revenu? Oui. OK. Ouais. Un petit mot de Tyler Rodolphe. Je dois vous quitter, mais bravo comme d'habitude et surtout ne lâchez pas. Merci Tyler. Merci Tyler. Merci Tyler. On a une question orale de Patrick Fini. Oui, bonjour, Patrick Finet. Je suis de la région de Maniwaki.
Je me demandais, vous allez faire le dépôt de l'air protégé. Avec l'ensemble des partenaires que vous avez, est-ce que tous les partenaires ils ont donné leur saut au dépôt de cet air protégé-là, ou il y en a qui ont des réticences? Non, en fait, on n'est pas là encore. On est à cette étape-là, en fait. Les rendez-vous sont pris. On communique avec les gens, justement, pour leur parler de ça. Moi, ce que je veux, c'est leur saut. Est-ce qu'ils me l'ont confirmé? Pas du tout. C'est tout l'intérêt là, de nous terminer l'outil le plus rapidement possible pour pouvoir aller présenter différents scénarios à nos partenaires. Puis advenant le cas que c'est pas tout le monde qui met leur saut, est-ce qu'il va y avoir un dépôt pareil, ou vous voulez avoir l'unanimité de cette... Ben, tu sais, je veux dire, je vais traverser le pont je vais traverser la rivière quand je serai rendu au pont. Tu sais, puis l'idée, c'est qu'on a des ententes de collaboration. C'est de collaborer. Puis présentement, mettons les enjeux que tu peux voir ou entrevoir, ça serait quoi les enjeux qui diraient que j'hésite un peu là Il y a présentement, tu sais, avec notre groupe d'étau qu'on travaille depuis 2013, il y a un plan caribou qui existe au niveau de la récolte forestière. Je dirais qu'au niveau de l'industrie forestière, c'est moins un enjeu. Pour ce qui est de l'industrie minière, la harde se trouve le milieu de le cœur de la harde sur notre partie de territoire. C'est une faille minéralogique, la faille d'Étaux. Il y a des claims partout. Mais moi, je n'ai pas des ententes avec tout le monde. Fait que moi, ce que je veux, c'est respecter ceux avec qui j'ai des ententes. Les autres, ben, c'est ça, c'est les autres. Qu'est-ce que je comprends, c'est que parce que je suis ingénieur forestier, puis chez nous, on a aussi beaucoup de communautés. Là. Puis fait que l'enjeu forestier, c'est quand même assez ça va bien. Oui, ben tu sais, c'est 12 ans de travail qu'on fait avec l'industrie pour un plan pour le caribou. Bon, il y a des rapports, c'est en partie, je crois, puis j'espère que je ne parle pas à travers mais il y a une partie là-dedans qui est inclue dans le calcul de possibilités parce qu'il y a des rapports de couple qui ne sont pas sur la même évolution dans le temps. Fait que, tu sais, il y a un peu moins de ça. Puis, c'est du petit bois qui coûte cher à aller chercher. On a vu le territoire tantôt, là, les milieux humides. C'est pas super intéressant, c'est juste l'hiver. Puis, en tout cas, bref. Il y a des gens à la présentation qui pourraient beaucoup mieux expliquer le territoire forestier au nord. Mais c'est ça. Mon principal enjeu est l'industrie de l'exploration minière. Parfait, merci beaucoup. Merci Benoît. Donc, si vous avez des questions orales, n'hésitez pas d'appuyer sur la main, le symbole de la main levée, et d'activer votre vidéo. Et vous pouvez également mettre votre question dans la boîte de clavardage. Il nous reste à peu près 7-8 minutes, donc on a du temps pour au moins 2 autres questions. Je pense qu'on n'a pas de questions. Encore quelques secondes et passe donc à l'annonce du prochain colloque. Bon, ben, merci encore Annie-Claude et Benoît pour cette excellente présentation, développement du dialogue entre les perspectives des Abitibi-Uniques et de la recherche scientifique sur le territoire.
En terminant, j'aimerais remercier tous les participants et participantes de votre intérêt au colloque du CFL. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi 20 février, avec donc un webinaire et un sujet très d'actualité, les évacuations en lien avec les feux de forêt. Ça va être par Madame Valérie Bélanger, professeure agrégée à l'Université de Montréal. Je vous invite également à surveiller notre fil de nouvelles sur les plateformes X et LinkedIn pour en savoir plus. Merci d'avoir assisté à ce colloque et à bientôt. Merci à tous. Merci.